Il est Rocky, il est Rambo, il est Barney Ross, il est acteur oscarisé, bodybuilder, et pourtant, ça a aussi été un gamin des quartiers pauvres de New York, un gamin souffrant de paralysie faciale. Lorsqu'il est né il y a 79 ans, Sylvester Stallone n'avait en effet rien pour faire de son apparence un avantage. Mais ce passionné de musculation a réussi là où beaucoup ont échoué. Il a réussi à se distinguer par son physique hors norme. Et d'ailleurs, il n'a pas fait que ça, parce que tout au long de sa carrière, il a modelé son corps pour chacun de ses rôles. Pour Rocky, il s'est bâti un physique massif, celui d'un champion. Pour Rambo, il s'est sculpté un corps sec, nerveux, taillé pour la jungle. Sans oublier qu'il est aussi parvenu à se hisser au niveau des plus grands en atteignant un taux de masse grasse jamais atteint par aucun acteur parce qu'il est descendu à 2,8% de masse grasse. En tout cas, c'est ce qu'il dit et on vérifiera si c'est vrai ou non. En tout cas, c'est un parcours plutôt inattendu pour celui qui a toujours souffert de beaucoup de complexes. Alors comment cet enfant parti de rien a-t-il réussi à devenir un tel modèle de discipline, à se tailler un corps comme le cinéma n'en a jamais vu? Comment cet enfant marqué par la différence a-t-il réussi cet exploit, faire de son handicap sa plus grande force? Laissez-moi vous raconter l'incroyable destin d'un outsider devenu légende du cinéma et du bodybuilding, Sylvester Stallone. Le physique de Stallone, ça n'a pas toujours été son allié. À la base, c'était même plutôt son ennemi. On est le 6 juillet 1946 lorsqu'il naît dans un quartier chaud de Manhattan, Hell's Kitchen. Et une chose est sûre, son arrivée, elle se passe pas très bien. Sa mère n'a jamais voulu la voir et elle se prépare pas vraiment à accoucher. Et lorsque les contractions commencent, elle se présente au premier hôpital venu, un hôpital où malheureusement les médecins font une mauvaise manip. Stallone est à peine né qu'il se retrouve déjà avec le nerf facial sectionné. Sa lèvre, son menton et sa langue sont partiellement paralysés. C'est un handicap qui, vous l'imaginez bien, le rendra vulnérable aux moqueries. Dans le quartier défavorisé où il grandit, les enfants, ils sont pas vraiment tendres. Ils se moquent de son prénom, ils se moquent de son trouble de l'élocution, et surtout ils se moquent de sa tête. En raison de son handicap, Stallone a la bouche qui penche vers la gauche. À la maison non plus, c'est pas hyper simple. Sa mère quitte le foyer alors qu'il a 10 ans, et son père qui est coiffeur et accessoirement joueur de polo raté, et il passe ses nerfs sur lui. Quand il était petit, Stallone n'était pas bien épais, il n'avait pas les capacités de se défendre. Il encaisse les coups, les insultes sur son handicap, et sur son soi-disant manque d'intelligence. My father, he was never too smart. He says to me, you weren't born much of a brain, so you better start using your body. Faut dire que ce quotidien difficile, ça nuit pas mal à ses performances à l'école. Et à l'âge de 12 ans, ses notes, elles l'ont déjà fait virer de 13 établissements. Donc pour s'évader de ce quotidien compliqué, Stallone il a qu'une solution sur laquelle compter, se réfugier dans la fiction. Il s'identifie à ses super-héros préférés, Superman, Batman, etc. Mais c'est devant un autre film, Les Travaux d'Hercule, que sa vie va changer. Dedans, il y découvre Steve Reeves. Un homme dont la particularité, c'est pas d'avoir la bouche tordue, mais plutôt les muscles d'un ancien Mr. America, Mr. World et même Mr. Univers. Et ouais, parce que Steve Reeves, c'est un ancien culturiste devenu acteur. Et à partir de là, Stallone le sait, il veut faire pareil. Il commence donc à s'interroger sur le physique qu'il veut en tant qu'acteur. Et à seulement 13 ans, il va prendre une décision qui va changer sa vie, il se met à la musculation. Pour ressembler à son idole, Stallone il a du boulot, il faut qu'il développe sa force, son endurance, sa densité musculaire, et dans les années qui suivent, il transforme tout ce qu'il trouve en appareil de muscu. Il va soulever des sacs de sable, il fait d'un vieil essieu de voiture une barre de poids et se met à courir dehors. C'est un programme qu'il développe en mode autodidacte et qui doit lui permettre de se tailler un physique idéal pour Hollywood. Problème, quand il commence les castings dans les années 70, ce Hollywood qu'il fait rêver n'existe plus. C'est une période qui est appelée Nouvelle Hollywood et au ciné, les hommes balèzes, c'est plus à la mode. On préfère des acteurs au physique plus maigres, plus classiques comme Robert De Niro, Jack Nicholson ou encore Al Pacino. Rien à voir avec Steve Reeves, le modèle de Stallone. Résultat, tout son travail, toute sa discipline ne lui permettent de décrocher que des rôles sans intérêt. C'est souvent celui du voyou, parfois de l'idiot musclé, et même, une fois, celui de l'homme qui se met à poil dans un film érotique. C'est un film qu'il accepte de tourner parce qu'il n'a pas les cachets nécessaires pour payer son logement, il dort dans la rue, il a les poches vides, il a la faim au ventre, il comprend rapidement qu'il n'a pas grand chose à perdre. Ce premier rôle qu'on lui refuse à cause de son physique, il va l'écrire lui-même. Par contre, le sujet de son premier film à succès, il n'en a encore aucune idée, jusqu'à ce qu'il assiste à un combat de boxe. On est le 24 mars 1975 au Coliseum de Richfield dans l'Ohio. Et ce jour-là, sur le ring, deux boxeurs s'affrontent. D'un côté, on a Chuck Wepner, boxeur bientôt à la retraite, et de l'autre, on a Mohamed Ali, 3 fois champion du monde. Dans le public, il n'y a personne qui doute du résultat. Chuck Wepner n'a aucune chance et pourtant, durant les 15 premiers rounds, l'outsider surprend tout le monde. Il arrive à encaisser. Il fait même mieux que ça. Il envoie Mohamed Ali au tapis une fois, avant d'être finalement mis en KO technique 19 secondes avant la fin du chrono. Depuis la salle de ciné, où il regarde le combat, Stallone, il n'en revient pas. Il se rend compte que c'est ça qu'il veut aborder, la capacité des outsiders à surpasser. Et c'est ainsi que va naître Rocky. Un film qui évidemment parle de boxe, mais qui parle aussi des Chuck Wepner, de leur vie, de ces types qui ont rien à perdre et qui sont prêts à tout encaisser pour ne pas échouer. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est ce qui va se passer. Stallone va échouer. Faut dire que le script de Rocky a été écrit en 3 jours, à la lueur d'une bougie, dans son appartement miteux. C'est des faibles moyens qui n'empêchent pas Stallone de croire en son idée. Et avec son script en main, il va commencer à le proposer à des productions. L'idée intéresse, mais pas l'acteur.
On lui propose 300 000 $ pour le script, mais on veut pas qu'il joue dans le film. Et ça, il refuse. Et après des nombreuses galères, négociations, il trouve un terrain d'entente, le scénario sera racheté 35 000 $, il obtient 1 million de $ pour produire, mais 1 million de $, c'est une broutille, même pour l'époque. C'est si peu de budget en fait, qu'il est contraint de tourner dans la rue et doit faire appel à ses proches pour certains rôles de figuration. La vraie galère. Et pourtant, cette décision qui est ultra risquée, elle va changer sa vie. Parce que quand le film sort en 1976, c'est un énorme succès. Dedans, le physique de Stallone et son jeu crèvent l'écran et bousculent les codes des films d'action. Le public découvre un personnage fort, musclé, oui, mais qui a des failles. Et c'est un travail qui permet à son œuvre, non pas de décrocher un Oscar, mais 3, celui du meilleur montage, du meilleur réalisateur et le plus important, du meilleur film. Stallone sort donc de l'anonymat et devient une véritable star. Pourtant, il y a une question qui demeure dans tous les esprits. Et si c'était un coup de chance? Et si ce gars musclé, que beaucoup considèrent sans cervelle, n'était pas capable de répéter l'exploit? D'autant que Stallone, il va bientôt avoir de la concurrence. Parce qu'à ce moment-là, on est à la fin des années 70. Et il y a une autre légende du cinéma d'action qui s'apprête à percer, son nom. Vous le connaissez, Monsieur Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, les deux gars se connaissent bien. Ils se sont rencontrés à la cérémonie des Golden Globes en 77, et depuis, ils se détestent. Pendant la soirée, c'est une vraie compétition entre les deux acteurs. Après avoir reçu le prix de la révélation masculine de l'année, Schwarzy se moque de Stallone parce qu'il n'en a pas gagné encore une seule. Et là, vous imaginez bien que Rocky, il est piqué au vif, et quelques minutes plus tard, on l'appelle, il remporte le prix du meilleur film dramatique de l'année. Rocky! Là, tout son stress descend d'un coup, mais il est rancunier. Il a pas oublié la remarque de Schwarzenegger et lui balance des fleurs à la tronche. I was so foolish. So literally, I see Arnold with these flowers and stuff, and he's moving away, and I realize we are gonna be at war for a while. Il faut dire que rapidement, cette rivalité elle va rajouter une pression sur ses épaules. Et du coup, dès la préparation de Rocky 2, Stallone décide de mettre les bouchées doubles. Fini les programmes improvisés et bonjour celui d'une légende de sa discipline, le bodybuilder, boxeur et powerlifter, Franco Colombo. Oui, l'un des meilleurs amis de Schwarzenegger. Et 6 jours par semaine, 2 heures par jour, l'ex-Mister Olympia supervise son entraînement. Il lui partage tous ses secrets, surcharge progressive, toujours plus de poids, toujours plus de répétitions, il va même jusqu'à vérifier le contenu de son frigo. C'est tout ce qu'il faut en fait pour passer de ça à ça. Et ça marche. Lorsque Rocky 2 sort en salle, le nouveau physique de Stallone fait son effet. Le problème, c'est que ça marche aussi pour la concurrence. Peu de temps après, les muscles de Schwarzenegger font sensation dans Conan le Barbare. Un physique impressionnant, légendaire qui le rend incontournable. On lui propose bientôt le même genre de film que Stallone, et les deux ennemis se lancent alors dans une compétition sans merci. D'abord au niveau du nombre d'entrées de leur film, de la taille de leur cachet, du nombre de personnes qu'ils tuent dans leur film, de la taille des armes qu'ils portent. Mais là où la compétition est la plus rude, c'est au niveau de leur corps. C'est une pression quotidienne qui les motive et qui les pousse constamment à repousser les limites de ce sport. Et c'est grâce à ça qu'ils feront des transformations toutes les unes plus spectaculaires que les autres. Pour Rocky 3, Sylvester Stallone atteindra même les 2,8% de masse grasse, le taux le plus bas jamais atteint par un acteur. Bon, ce mythe des 2,8% de masse grasse, on n'a aucune idée de sa véracité ou pas. C'est Stallone lui-même qui partage cette information dans l'un de ses livres, et il dit qu'il a atteint ce taux de masse grasse durant sa préparation du film Rocky 3. Petite précision pour Rocky 3, Stallone avait à peu près 35 ans. Il mesurait 75 kg pour une taille d'environ 1m76. D'ailleurs, la transformation physique entre Rocky 2 et Rocky 3, elle est absolument incroyable. Et je pense que les 2,8% de masse grasse ont été mesurés par Franco avec une pince à pli cutané. On connaît la marge d'erreur de ce genre d'outil. Si on se fie aux photos qui étaient partagées ou même au tournage de Rocky 3, on estimerait plutôt le taux de masse grasse de Stallone à quelque chose comme 6%, ce qui est déjà ultra bas et très respectable, en partant du principe que c'est un acteur qui se préparait pour un rôle où il devait aussi apprendre à boxer et qu'on était en plein dans les années 80. Donc évidemment, on n'avait pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui. Mais c'est quand même assez marrant de retrouver ce chiffre de 2,8% de masse grasse. On lui en voudra pas, c'est Hollywood, on aime faire les gros titres, mais jamais de la vie il est descendu aussi bas. Par contre, son entraînement pendant cette période était absolument infernal. 6 entraînements par semaine à raison de 2 séances par jour. 12 séances dans la semaine. En se préparant pour le rôle de Rocky, il a plutôt misé sur un taux de masse grasse très faible et une allure athlétique. Donc il faisait de la course à pied tous les jours, bien souvent même 2 fois par jour, parce qu'il semblerait qu'il courait 5 km le matin et 5 km l'après-midi. Il faisait jusqu'à 4 séances d'abdos
par semaine, à raison, écoutez bien, de 1000 répétitions par séance. Son programme abdos consistait à faire 5 exercices différents, à raison de 200 répétitions par exercice. 1000 répétitions par séance, 4 jours par semaine. On est d'accord qu'aujourd'hui, on considérerait ça comme du délire. Cela dit, quand on voit la sangle abdominale qu'il exhibe sur Rocky 3, et même sur ses films suivants, on peut pas dire que ça a pas marché. Le reste de son programme d'entraînement consistait à travailler chaque groupe musculaire 2 fois dans la semaine. Donc il avait une séance pec-dos, une séance épaule-bras, une séance jambes, et puis à la fin de la semaine, il divisait tout en split avec une séance pec, une séance dos, une séance bras, une séance épaule, une séance jambes. C'est un programme un peu hybride, probablement préparé par Franco, qui lui-même est adepte du haut volume, comme Arnold Schwarzenegger. Donc on n'est pas trop surpris de voir une double séance quotidienne 6 jours sur 7. Parce que c'est un peu ce que faisaient les bodybuilders à l'époque, et c'est ce qu'Arnold faisait également pour se préparer à Mister Olympia. On n'a pas trop d'infos sur la sélection d'exercices du programme de muscu de Stallone, mais on peut retrouver des photos de lui et des vidéos en le voyant faire des élévations latérales, du développé militaire, du développé couché, des fentes, des tractions, des mouvements polyarticulaires, qui sont assez classiques et qui sont toujours populaires aujourd'hui. Et niveau diète, il avait l'air de s'arracher la tronche. Au programme, des cookies au flocon d'avoine, des salades de thon et 25 tasses de café par jour avec une cuillère à soupe de miel. Probablement qu'il avait besoin de cette quantité de caféine pour tenir les 2 entraînements par jour. Et selon ses dires, il restait à l'écart de sources de protéines un peu plus dures à digérer, comme la viande rouge, etc. C'est un programme totalement extrême, totalement délirant, mais on retrouve un peu le besoin de Stallone d'en faire beaucoup, d'en faire même le maximum pour arriver à ses fins. Et assurément, c'est un trait de caractère qui lui a fait atteindre un physique assez exceptionnel. D'ailleurs, je me suis prêté au jeu, et j'ai suivi la routine de Stallone pendant 24 heures, c'est-à-dire ses repas et ses séances d'entraînement. J'ai fait ça sur ma chaîne secondaire, NasIRL. Peut-être que vous étiez même pas au courant d'ailleurs que j'avais une chaîne secondaire. Allez vite voir ça, je vous laisse le lien dans la description, vous me direz ce que vous en pensez. Et par la suite, on le voit dans Rocky 4 et Rambo 3, exhiber un physique un peu plus volumineux, un peu plus massif. Et on se demande même si c'est pas à ce moment-là qu'il a commencé à utiliser de l'assistance, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les salades de thon et les cookies au flocon d'avoine, ça suffit probablement pas à développer ce genre de physique-là. Surtout lorsqu'on sait que les produits étaient assez populaires à cette époque-là, et qu'avec l'intensité et le volume de ses entraînements, probablement qu'il estimait en avoir besoin. Mais même en étant acharné à la salle de sport, Stallone, il s'est aussi tourné vers d'autres méthodes, des méthodes qui sont un peu moins recommandables. Parce qu'en février 2007, à l'aéroport de Sydney en Australie, la star du cinéma se fait arrêter avec non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais bien 48 flacons de somatropine, qui est une hormone de croissance synthétique. Et pire, lorsque la police vient perquisitionner son hôtel 3 jours plus tard, elle le surprend à jeter 4 autres flacons depuis son balcon. Et cette fois, c'était pas des hormones de croissance, c'était de la testostérone. Des délits qui lui vaudront d'être inculpé un mois après pour importation illégale de substances contrôlées. En Australie, ces produits ne sont pas complètement interdits. Par contre, pour les faire entrer sur le territoire, il faut à tout prix une ordonnance qui est valide et il faut à tout prix les déclarer. La raison, vous la connaissez, parce qu'ils sont souvent détournés de leur usage. La testostérone, l'hormone de croissance, c'est des produits dopants. Et il faut le dire, c'est pas la première fois que Stallone est associé à ce genre de substance. Dans les années 2000, on le soupçonne même d'en consommer depuis des décennies. Par contre, personne n'en a jamais eu la preuve. Dans les semaines qui suivent, la nouvelle fait les gros titres, que ce soit Libération, Nouvel Obs, une publicité qui fait mal à son image, lorsque le public comprend que ça peut signifier qu'une chose, Stallone n'est pas naturel. D'autant que dans le milieu du culturisme, cette révélation entraîne encore plus de questions. Est-ce que c'est la première fois qu'il consommait ces substances? Est-ce que ses précédentes métamorphoses à l'écran, elles sont elles aussi dues à ce type de produit? Est-ce que les standards physiques qu'il a mis en avant sont véritablement atteignables sans ce genre de substances? Et surtout, est-ce que son statut d'icône est bien mérité? Ces questions, elles vont pas disparaître tout de suite. D'ailleurs, elles vont jamais disparaître. Parce que l'année d'après, c'est son ex-compagne qui rajoute une couche. Dans un tabloïd, elle l'affirme, lorsqu'ils étaient ensemble entre 94 et 95, Stallone se dopait. D'ailleurs, la défense de l'acteur, à l'époque, ne l'aide pas vraiment non plus. Dans plusieurs interviews, Stallone reconnaît lui-même l'usage d'hormones de croissance. Il défend sa consommation en soulignant qu'il s'agit techniquement pas de stéroïdes. Et il prédit même qu'ils seront prescrits sans ordonnance dans 10 ans. Mais assure que non, il a jamais utilisé d'anabolisants dans ses précédents films. Selon lui, il n'en avait pas besoin, et s'il s'est mis à consommer des produits, c'est à cause de son âge. Son âge ne lui permet plus de se muscler comme avant. À ce moment-là, Stallone a en effet 60 ans. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit sa défense, c'est un discours qu'on entend chez tous les acteurs depuis la nuit des temps. Que ce soit Stallone, que ce soit The Rock aujourd'hui, ou même d'autres, jamais n'admettra publiquement avoir consommé ce genre de produit pour faire une transformation physique. En réalité, on sait pertinemment que Stallone et bien d'autres y sont passés.
Aujourd'hui, Stallone a 19 ans de plus. On ne sait pas s'il a continué à en prendre, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a jamais arrêté l'entraînement qui lui a permis de marquer son temps. Grâce à son sérieux et l'application qu'il a mise, il a réinventé les films d'action. Mieux encore, il a changé l'image du bodybuilder au cinéma. Avec lui, les hommes musclés n'étaient plus seulement un tas de muscles sans cervelle, c'était des personnages forts, mais qui pouvaient avoir des failles, de la profondeur, de l'humanité. Et c'est un modèle qui inspire encore aujourd'hui. Michael B. Jordan dans Creed, Hugh Jackman dans X-Men, Chris Hemsworth dans Thor, tous se sont engagés dans le chemin qu'il a ouvert et ont mis leur transformation physique spectaculaire au service d'un personnage et d'une histoire. Sans oublier qu'il a grandement participé à la popularisation de la musculation et inspiré des milliers de gens à se remettre en forme. Il leur a en effet montré une chose, c'est que la détermination et le travail acharné pouvaient mener à des résultats impressionnants. Et c'est d'ailleurs une passion pour le dépassement qu'il a transmis à ses 5 enfants. Parmi eux, Sistine et Sophia Stallone, 2 filles qui animent le podcast Unwaxed, qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Faut dire que, pour ça aussi, leur père a toujours été un sacré modèle. Parti de rien, c'est un gamin des quartiers pauvres qui a réussi à amasser une fortune de 400 millions de dollars. C'est un joli pactole qui fait aujourd'hui fructifier en investissant dans un max de domaines. Le cinéma évidemment, avec Balboa Productions, sa société à l'origine de films comme Le Samaritain, Creed, A Working Man. Mais il investit aussi dans l'art, dans l'immobilier et même dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs récemment, Stallone a investi dans Largo Film. C'est une start-up qui décolle grâce à son concept, utiliser l'intelligence artificielle pour prédire, dès le script, le potentiel succès des films. Car derrière l'image de la brute sans cervelle que certains veulent encore lui coller, Sylvester Stallone est en fait un homme plutôt malin. Un homme plutôt malin qui a réussi quelque chose de fou, changer son destin. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ce serait sympa de savoir si vous appréciez ces histoires de personnes, de visages qui ont un peu façonné l'image du bodybuilding et de la musculation en général. On a encore plein d'histoires excellentes à raconter. Et pendant ce temps, je vous laisse le lien de ma vidéo que j'ai faite sur ma chaîne secondaire, 24 heures dans la peau de Stallone. Ça vaut le coup d'œil. Vous allez voir que je suis passé par une routine assez extrême, mais je suis sûr que ça vous plaira.